Donc le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, c'est la problématique du conflit, d'accord ? Comment, je crois que c'est comme ça que c'était intitulé, comment résoudre ou gérer les conflits. On est donc dans une paracha dans laquelle on va voir un conflit qui est a priori un conflit de business. D'accord ? Alors, où, comment, de quelle manière ? On est en effet, donc, rappelons les choses, Yaakov, donc, il y a déjà un conflit avec son frère, d'accord ? Il est véritablement, même dans une rupture, Yaakov et Ésav, la fameuse histoire des bénédictions. Et le texte donc nous dit que Yaakov part, il va trouver donc ses épouses, il va se marier, il va avoir des enfants, donc. Et puis à un moment, il va partir. Il va partir et puis qu'est-ce qui se passera ? Son beau-père va lui courir derrière et puis va le rattraper, lui dire « Mais c'est quoi cette histoire ? Tu es un ingrat, tu pars de chez moi du jour au lendemain, pourtant tu as habité chez moi pendant des années, c'est vrai que tu as travaillé. » Et Yaakov lui dit « Oui, c'est vrai, mais j'ai un petit problème avec toi, c'est qu'au fond, tu t'es pas bien conduit. » Tu t'es pas bien conduit, pourquoi ? Eh bien parce que, tout simplement, tu n'as pas tenu tes engagements vraiment, et encore heureux que Dieu était là pour m'aider à ne pas me faire avoir. Il continue, et puis il dit, voilà, donc c'est pour ça que je pars, quoi. On n'a rien à voir ensemble. Bon. Et là, on sent que Lavan, le beau-père, a vraiment envie d'en découdre, et puis c'est une intervention divine qui arrive et qui dit à Lavan, ben non, chacun de son côté, tu rentres pas en conflit avec lui, Yaakov repart, et puis tu t'en occupes pas. Bon. Alors ce qui est curieux, c'est que dans cette histoire de conflit, on a l'impression on n'invente pas au fond un système de négociation comme avec Ésav. Puis on a l'impression, voilà, il y a opposition, il y a division, il y a antagonisme, c'est vrai, mais l'antagonisme est là. Et puis, négocions, essayons de faire en telle sorte qu'on puisse trouver un chemin d'entente, qu'on puisse trouver un accord entre les deux. Rien du tout. Rien du tout. Il y a moi, il y a toi. C'est violent parce que Yaakov et Ésav, c'est dans la série et je vais le tuer, quoi. C'est-à-dire que Ésav, il est là, il dit, j'attends la mort du père, dit-il, et puis après je le tue, quoi. Varga et Yaakov. Donc c'est pas banal. C'est vrai que avec Yaakov, ça s'est mal passé avec l'histoire de la vente du droit d'aînesse, avec l'histoire de ces fameuses bénédictions qu'il lui a prises. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière à un moment de régler le problème entre eux ? C'est quoi cette violence ? C'est quoi cette dureté ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ici ? Si on prend la genèse de l'histoire des conflits, on va se retrouver dans une histoire bien en amont. Le premier gros conflit de l'histoire, c'est entre Caïn et Abel. Et là-bas aussi, c'est curieux parce qu'il n'y a pas de parole. On ne se parle pas. C'est marrant d'ailleurs. Il y a Caïn, il y a Abel. Caïn amène une offrande. Abel, son frère, en amène aussi. Dieu agrée celle de Abel, pas celle de Caïn. Très bien. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Bien, Caïn ne supporte pas. Alors, est-ce que c'est vraiment un conflit ou pas ? On va voir. En tout cas, ça lui est très difficile à accepter. Il trouve qu'il y a une forme d'injustice. Et donc, qu'est-ce qui se fait ? Il se lève et il tue son frère. Il se lève et il le tue. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une parole qui se construit entre les deux. Idem, on voit avec Rebecca et Isaac. Ils ne sont pas d'accord. Et on a l'impression qu'ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Alors c'est quand même curieux que la Torah nous parle de conflit, et puis on a l'impression que le conflit, ça se règle de manière comme ça lapidaire, chacun de son côté, on arrête tout, et puis, on arrête tout, tu restes de ton côté. Idem avec avec Abraham et Lot. De nouveau dans la famille, Abraham et Lot. C'est quand même son neveu, il y a un conflit qui se met en place, et puis, à un moment, il dit, allez, stop. Tu vas à droite, je vais à gauche, je vais à gauche, tu vas à droite, mais ça y est, on se sépare. Ça va, on ne peut pas négocier quelque chose, on ne peut pas éventuellement trouver une... Voilà.
Oui, il y a une raison à ce conflit. C'est vrai qu'il y a une raison à ce conflit, c'est qu'il trouve que c'est pas normal que les bergers de Lot aillent faire paître leurs troupeaux dans le champ du voisin. Alors il considère que c'est pas bien. Bon, alors parlons, discutons, amenons des arguments. Rien. Donc, a priori, j'ai presque envie de dire qu'on est mal parti. C'est-à-dire que pour la Torah, on a l'impression que le conflit, c'est quelque chose qui est réductible. Une fois qu'il est là, il n'y a pas de parole. On ne se parlera plus, il ne se passera plus rien. On va essayer d'analyser un peu plus en profondeur, et on va voir que les choses peut-être ne sont pas aussi évidentes que cela. Quand vous reprenez au fond l'histoire du conflit entre Abraham et Lot, alors on a Abraham d'un côté qui a une certaine vision des choses et l'autre qui en a une autre. D'accord, deux visions du monde, deux visions de l'existence. On ne voit pas les choses de la même manière. Abraham considère que dans la vie, il faut avoir une grande vigilance par rapport à certaines choses et l'autre, non. C'est-à-dire que le conflit, c'est sur deux manières d'appréhender, de penser la vie. Et au fond, peut-être que chacun d'entre eux a de bons arguments. Chacun d'entre eux a peut-être des bons arguments. Abraham, tu vois que Lot ne fonctionne pas comme toi. Donc tu n'es pas d'accord, ça te pose un problème. Super, alors va parler. Va lui dire, mon cher Lot, écoute, je constate que tu as un modèle de fonctionnement qui ne me plaît pas. Je pense qu'il serait important que l'on en parle et que je t'explique la raison pour laquelle je ne partage pas ton opinion. Or, cette parole-là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Si vous regardez le texte là-bas, vous constaterez que lorsque on amène l'argument des bergers de Lot, quand les bergers d'Abraham leur font le reproche, ils disent « mais c'est pas bien ». Il leur dit « c'est pas bien, ça se fait pas ». Ils disent « mais pas du tout. Pas du tout. La terre qui est ici, c'est la terre d'Israël. À terme, elle appartient à Abraham. Abraham n'a pas d'héritier. Son héritier potentiel, puisque Isaac n'est pas né, c'est son neveu. Donc on fait une avance sur héritage. » Et là, on est dans le problème. C'est qu'à aucun moment, on éventualise que peut-être sa manière d'être, c'est peut-être pas la bonne. On est tout de suite dans une justification. Et il y a un verset qui nous dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu se tourne vers le peuple d'Israël, il dit « Voici Hine Shofet Oter. Voici que je vais te juger, dit Dieu au peuple juif, Al Omrech Lo Chatati. De par le fait que tu dis Lo Chatati, je n'ai pas fauté. » Et c'est ça au fond la difficulté. C'est-à-dire que dans ce conflit, on va essayer d'analyser les autres. La raison pour laquelle il n'y a pas de parole possible, c'est parce que je n'éventualise même pas que peut-être je puisse me tromper. Je reste droit dans mes bottes. À ce moment-là, Abraham, il se lève et dit « ça ne sert à rien ». Je ne peux pas commencer une négociation si l'autre n'est pas prêt à imaginer que peut-être il se trompe. Si l'autre n'est pas prêt à imaginer que peut-être en effet sa lecture, qu'il étaye d'un certain raisonnement, il a un raisonnement, il a sa logique, je l'entends. Mais ça, c'est posé comme étant « j'ai raison parce que ». Donc en deux mots, ta parole ne me touche pas. Je ne peux même pas l'entendre parce que j'ai déjà construit un système qui justifie ma manière d'être. Cette dimension-là fait qu'en effet, le conflit va perdurer et que dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est créer la rupture. La Torah n'est pas pour la continuité d'une relation à tout prix. La Torah n'est pas dans cette vision un peu cucu les petits oiseaux, qu'une relation, parce qu'elle existe, alors elle doit être éternelle. Le concept même du divorce dans la Torah, avec un grand D, parce que le divorce n'est pas juste la rupture entre un homme et une femme, mais d'une séparation, est inscrit à l'intérieur du texte. Ça veut dire que la Torah considère qu'en effet, ce qui a été uni peut à un moment se désunir. Et pas nécessairement pour des raisons scabreuses. Pas nécessairement parce qu'il y a eu trahison ou que sais-je. C'est parce qu'à un moment, il y a impossibilité d'une histoire commune, parce que chacun reste figé sur ses certitudes. Dans l'histoire d'Abraham et de Lot, voici que je te juge,
parce que tu dis lo khatati. Mais j'ai pas fauté, il ne s'est rien passé. Vous vous rappelez, on avait évoqué cette thématique, je ne sais plus si c'est dans ce cours ou pas, ou c'est dans un autre cours. On voit la même chose avec le roi Shaoul et Shmuel. Je ne sais pas si je l'avais évoqué ici. Le prophète Samuel se tourne vers le roi Shaoul et lui dit « Shaoul, roi d'Israël, j'ai un problème, c'est que tu ne devais pas prendre du butin de Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré du peuple d'Israël. Lorsqu'il y a la guerre de conquête, Shaoul ne peut pas prendre de butin, rien, même pas un animal, rien. Et Shaoul a pris des choses. Qu'est-ce qu'il a pris? Des très jolis animaux pour pouvoir les amener en offrande. Et quand il lui fait ce reproche, qu'est-ce que Shaoul lui répond? Il dit « Non, mais attends, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai fait parce que je veux les amener en offrande à Dieu, hein, c'est pas pour moi. » Shaoul, il se l'avait dit, si c'est comme ça, l'histoire, elle s'arrête entre nous. C'est terminé. Ça va. Shaoul, c'est pas n'importe qui. C'est pas un petit roitelet. Shaoul, potentiellement, il peut être le Messie. Et Shmuel est dans une proximité incroyable avec Shaoul. Et pourtant, rupture totale, il dit, on ne se voit plus. En tout cas, moi, j'irai plus jamais te voir. On va voir qu'à un moment, Shaoul va venir voir Shmuel, mais Shmuel, il dit, moi, je ne viens plus te voir. Ça va. C'est quoi le problème, le même? Rav Miller explique cette notion-là de la même manière. Il dit, voilà, ce qui se joue ici, c'est que Shaoul, à aucun moment, il a dit, c'est vrai, tu as raison, j'ai fait une erreur. Shaoul, à aucun moment, il dit, c'est vrai, tu as raison, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais je vais t'expliquer quelle est la raison que j'ai qui a fait que je pensais que. C'est-à-dire, en acceptant la possibilité de l'erreur, même si je considère que j'avais une bonne raison, alors on est dans une possibilité de régler un conflit. Le fait de ne pas éventualiser que l'on a pu être dans l'erreur est quelque chose qui fera que dans l'univers des relations, le conflit restera toujours. Et c'est quelque part aussi dans la relation à Dieu. C'est-à-dire que même dans la relation au divin, la justification de sa démarche, elle existe toujours. On a souvent des raisons plus ou moins bonnes pour expliquer nos dysfonctionnements. Et elles sont entendables, parce que tout simplement, elles révèlent l'humanité, c'est-à-dire la dimension humaine qui fait partie de nous. Mais est-ce qu'en préambule, j'accepte qu'au fond, peut-être, ce n'était pas comme ça que j'aurais dû être? Est-ce que je suis d'accord qu'à un moment, peut-être que c'est « Ah, mais je t'explique, j'ai une bonne raison. » Mais la bonne raison n'est peut-être pas suffisante pour justifier. Mais je pense que peut-être, mais ce n'est pas sûr. Dans ce cas-là, l'univers du conflit, c'est-à-dire l'univers dans lequel on trouve une tension entre deux êtres ou entre deux entités, est quelque chose qui peut réaboutir à nouveau à un lien. Parce que tout simplement éventualiser que la pensée de l'autre soit vraie, c'est lui donner une place. Et si je lui donne une place, alors il y a à nouveau possibilité de lien qui se construit. On peut en effet être persuadé au plus profond de soi-même de la justesse de notre vision des choses. On peut avoir toutes les bonnes raisons qui expliquent le pourquoi d'un mode de fonctionnement. Mais dans la mesure où quelqu'un me dit « je ne suis pas d'accord », dans la mesure où je rentre en conflit avec quelqu'un, est-ce que j'éventualise que, quelle que soit la validité de ma pensée, c'est peut-être sans doute pas à 100%. À ce moment-là, le conflit potentiellement peut se régler. On va voir quelles sont les modalités de la résolution d'un conflit. Reprenons l'histoire entre Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il n'y a pas de parole possible? C'est que lorsque Esav découvre que son frère a pris sa bénédiction, il va dire « Hachi kara shemo Yaakov vayakvenize pamaim ». Il dit « Ah, il porte bien son nom, mon frère ». Parce que Yaakov, c'est aussi un moment, il m'a escroqué. On peut avoir une lecture « Vayakven », il a détourné le truc. C'est-à-dire, il a décidé qu'au fond, il n'y avait qu'une seule lecture possible de l'événement. Et il dit, ça valide bien ce que j'ai envie d'appeler la pensée préexistante que j'ai sur l'autre. Et donc, quelque part, ce que je vois n'est que pour valider une idée que j'ai déjà. Et donc, ça ne sert à rien maintenant qu'on rentre en discussion, puisque ce que je vois n'est là que pour valider une idée que j'ai déjà posée. La possibilité d'imaginer que pour une raison extrêmement lointaine,
mais qui a peut-être du sens, Yaakov a procédé de cette manière, ne l'effleure même pas. Je suis victime de l'autre, parce que comme dans tout conflit, il y a problématique relationnelle, donc je suis victime de l'autre, et donc pour moi c'est évident que l'autre est une crapule. Je ne peux pas imaginer autre chose. Est-ce que quelqu'un peut aller dire à personne dehors qui se taise? Ceux qui sont au fond. Merci. Non, une personne suffit. Merci. Ça c'est, excusez-moi, merci de le faire, mais parce que souvent les gens ne se rendent pas compte que quand ils parlent, ils font du bruit. Donc, ça c'est un petit peu la deuxième, cette idée-là qu'on va voir. C'est-à-dire que, de nouveau, c'est vrai, tu as raison, mais pourquoi tu as décidé que ça veut dire? Donc ça veut dire. Ça c'est l'autre élément. On va voir que de manière très intéressante, là où il y a conflit dans lequel il y a une parole, c'est dans quoi? Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y a un conflit entre qui et qui? Entre Dieu et Abraham. C'est-à-dire, essayons de ramener ça à notre réalité à nous. Il y a une situation, sur cette situation, A dit qu'il faut faire ça, et B dit qu'il faut faire autre chose. On connaît ça dans le monde des relations. C'est le classique, d'accord? Donc Dieu dit, voilà, on va prendre Sodome et Gomorrhe comme l'enfant qui a fait une bêtise. Papa et maman. Papa dit, il faut sanctionner. Maman dit non. Conflit. Conflit. Sodome et Gomorrhe ont mal agi. Dieu, papa, ou maman, comme vous voulez, dit, on sanctionne. Abraham, l'autre côté, dit, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un dialogue qui s'engage. Abraham commence à argumenter. Et dit à Dieu, non mais tu sais, peut-être, et Dieu dit, alors si éventuellement il y a, alors peut-être je suis d'accord de changer. Non mais peut-être, et à la fin, l'argument d'Abraham ne tient plus. Donc l'histoire s'arrête et puis c'est la parole de Dieu qui... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Disent Rachamim que Dieu, au fond, est d'accord que ce qu'Abraham lui propose est quelque chose d'entendable. C'est-à-dire qu'il est prêt à imaginer que lui, Dieu, on peut le remettre en cause. C'est-à-dire que Abraham sait que même Dieu est d'accord d'imaginer qu'il peut se tromper. C'est incroyable de voir que dans le texte de la Torah, le premier exemple dans lequel on dit « je me suis peut-être trompé », c'est Dieu. Alors que pour nous, Dieu, c'est omnipotent, omniscient, transcendant, enfin la totale, quoi. Vous mettez tout le monde, mais Dieu ne se trompe pas. Et le premier qui crée cette ouverture, c'est lui. Parce que sinon, Abraham, mais attends, qu'est-ce que c'est en train de parler, Abraham? C'est qu'à la limite, ta femme, elle se trompe, ton mari se trompe, c'est normal. Le rabbin, il se trompe, c'est normal. Le PDG, il se trompe, c'est normal. Pourquoi? Ben parce que c'est un être humain. Donc tu peux dire, non mais, vous êtes sûr, mais peut-être que. Sur le rabbin, vous avez décidé, mais peut-être que. Hein, vous pensez, mais peut-être que. Ça s'entend. C'est un humain comme moi. Mais je ne vais pas dire ça à Dieu. Et paradoxalement, c'est Dieu qui dit, ben, il est possible qu'en effet, il y ait un argument où il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Et Abraham le sait, puisqu'Abraham parle. Et Abraham dit, non mais tu sais, Hachem, peut-être qu'il y a... Attends, tu crois que Dieu, il n'est pas au courant? C'est-à-dire qu'au fond, régler un conflit, c'est introduire dans la relation l'idée que l'on peut être un être faillible. C'est-à-dire que l'on peut à un moment, en effet, quelle que soit la construction des certitudes que l'on a mis en place, réussir à imaginer que ce n'est pas sûr que l'on ait raison. Mais pourquoi on y arrive? Parce que Dieu reste Dieu même s'il s'est trompé. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, si tu considères que tu peux rester un individu même si tu t'es trompé, alors tu es dans l'univers dans lequel le conflit peut se régler. Parce que Dieu, au fond, ne sera pas moins Dieu s'il s'est trompé. Si à un moment Abraham dit « Ah, t'as vu, hein, il y en avait 30, hein, on peut les sauver », vous croyez que Dieu dit « Ah, je ne suis plus Dieu ». Non, il reste Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il est dans son essence ne bouge pas. Il est Dieu qui a fait une erreur. Donc la Torah est en train de nous apprendre ici que pour régler un conflit, il faut partir du principe suivant, c'est que je continue à exister même si j'ai tort. Ça veut dire que je n'existe pas à travers la capacité que j'ai d'imposer à l'autre ma vision des choses,
ça veut dire que j'existe déjà par ailleurs. Ça veut dire que le conflit n'est pas mon lieu d'existence. Si mon conflit n'est pas mon lieu d'existence, alors dans ce cas-là, le conflit se réglera toujours. Et j'ai presque envie d'aller plus loin, que si mon conflit c'est mon lieu d'existence, alors je construis le conflit pour me sentir exister en étant celui qui reste figé sur ses positions. J'ai envie de dire que c'est la manière la plus pathétique d'exister. Et je ne le dis pas de manière péjorative. Il y a quelque chose de pathétique là-dedans. C'est-à-dire que c'est seulement à travers la capacité que j'aurai de ne pas céder que je pense que j'existe. Donc pour me faire exister, il faut que je crée le système dans lequel je ne cède pas à l'autre. Donc je mets en place le conflit. Yakadosh Baruch Hu me dit non. La Torah elle me dit, si tu décides que tu es comme Dieu, alors tu n'as pas de problème. Ah, vous allez dire comment vous faites? Je suis Dieu. Il va dire le mal, il est un peu... il est atteint ce soir. Mais non, pas du tout. Quelle est la particularité du divin? Sa dimension totalement unique. Je suis un être unique. Tu es un être unique. Tu es. Chacun d'entre nous est capable de dire la même chose. C'est-à-dire qu'à l'image de Dieu, je suis un être unique qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. Et ça, chacun d'entre nous doit le savoir. Un comme moi, un comme chacune des personnes qui est ici, n'a jamais existé, n'existera jamais. Alors si un jour vous dites ça à quelqu'un et que la personne est en face vous dit ben, j'espère bien, c'est un peu stressant, d'accord? Parce que c'est vrai, comment il n'y aura jamais d'autre? Ben, on préfère, d'accord, mais bon. C'est-à-dire c'est... Et cette dimension-là, on a l'obligation de se la dire. Chayav kol adam lomar bishvili nivra haolam. La Gemara nous dit, Chayav, il a l'obligation que l'Adam, chaque individu, l'Omar, de se dire, Bishvili, pour moi, tout seul, Nivra Olam, l'univers a été créé. C'est-à-dire que je justifie seul la construction de l'univers. Une des lectures de cet enseignement, c'est celui-là. Une des lectures de l'enseignement, c'est d'être capable de se dire, pour moi, tout seul, l'univers valait la peine d'être créé. Donc je suis un être radicalement unique, qui a une valeur de par le fait que je sois à l'image de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'à un moment, ma pensée ne prévaut pas que pour autant ma dimension absolument unique disparaît. En effet, dans un monde dans lequel on est dans une forme d'uniformité, alors j'ai besoin de savoir à travers quoi je fais m'exister ma dimension unique. Et donc il va falloir bien que je la pose quelque part. Mais si je sais qu'elle est, on va utiliser un mot savant, consubstantielle à l'être, ben au fond... j'ai pas besoin de la faire exister à travers autre chose. Donc je peux me battre pour une idée, je peux éventualiser un moment que mon idée est radicalement fausse, mais comme je suis unique, je le reste. Constaterez que pour régler un conflit, il faut d'abord se poser la question si l'autre il est au courant. Et souvent on dit ouais, je suis en conflit avec l'autre, mais l'autre il veut pas. Mais est-ce que l'autre tu lui as dit ou est-ce qu'il est au courant? Est-ce que sa mère lui a dit? Est-ce que son maître lui a dit? Est-ce que sa femme lui a dit? Est-ce que son mari lui a dit? Et pas juste dans une opération séduction. Et après tu manges ta soupe. Non. Tu es un être absolument unique. Comme moi aussi, comme l'autre aussi. C'est-à-dire si l'autre n'est pas dans le savoir de sa dimension totalement unique, c'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas régler le conflit. Parce qu'il n'a pas envie de prendre le risque à un moment de faire disparaître sa pensée. Parce que s'il la fait disparaître, il existe où, lui? Mais si, quand ta pensée disparaît, tu continues à exister, alors ça ne te dérange beaucoup moins de la faire disparaître. Si le fait qu'à un moment, je me sois trompé, et qu'à l'intérieur du conflit, je suis capable de dire ces mots les plus fondamentaux, qui sont non pas tu as raison, mais j'ai eu tort, vous savez, c'est un grand bonheur de s'entendre dire aussi j'ai eu tort, parce qu'on réalise que quand on le dit, on a grandi quelque part. J'ai eu tort, oui, j'ai eu tort. C'est pas c'était pas bien, j'ai eu tort. Si on arrive à les dire ces mots-là, sans que pour autant on ait l'impression de disparaître, alors potentiellement tous les conflits peuvent se régler. Potentiellement ils peuvent tous se régler. D'ailleurs vous constaterez que même dans les conflits entre puissances, souvent c'est un problème d'existence. C'est pas le sujet en tant que tel.
C'est à travers cela, c'est un vecteur d'existence. On sait qu'au passage, s'il y a un problème, on crée une petite guerre et puis on se remet en place. Donc il y a une technique. Vous savez que j'aime pas trop parler technique, mais il y a une technique quand même. C'est que quand on est en conflit, la première chose c'est de se dire pourquoi est-ce que je n'arrive pas à un moment aller pour régler le conflit. Et se dire peut-être que j'ai un problème d'image de moi-même. C'est tout bête, hein, c'est pas de la psychologie de prise unique, mais tout simplement je n'ai pas conscience que j'existe. Parce que peut-être personne ne nous l'a jamais dit. Parce que peut-être on a une vision trop sombre de nous-mêmes parce qu'on regarde nos échecs et nos erreurs et nos errements. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment je ne peux pas me regarder parce que tout simplement... Donc je vais me tenir très fort. Souvent d'ailleurs, j'ai constaté que les gens qui ont difficile à régler les conflits, c'est des personnes qui sont persuadées que, au fond, ils ne sont pas bons, quoi. Donc il faut qu'ils tiennent parce que là au moins ils existent. Ça c'est donc un premier axe. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas régler le conflit, alors montrez-lui qu'il existe. Exprimez-lui le fait qu'il a une place. Et si vous-même vous n'y arrivez pas, faites en telle sorte que ce soit un tiers qui le fasse. C'est-à-dire, on peut parfaitement utiliser le tiers qui va rassurer l'autre. Et d'ailleurs, je l'ai vu parfois quand vous êtes en groupe et que vous sentez qu'il y a un conflit, que vous faites un super compliment à quelqu'un, qui est vrai, mais juste vous faites mousser. Hein. C'est juste, la base est vraie, mais juste vous mettez un peu d'ambiance autour. Eh bien, comme par hasard, on y arrive plus simplement. Vous rentrez, aux gens, vous n'avez rien vu, vous dites « extraordinaire ce que vous avez fait, j'ai beaucoup apprécié, c'était génial comme l'idée était bonne. » Mais tu mets un peu de mousse, donc on n'est pas dans le mensonge, on surdimensionne un petit peu les choses. La personne, donc, sait que même si à la fin, elle dit « j'ai eu tort » ou elle dit « je remets de côté ma pensée », elle existe dans le système, elle existe dans le groupe. C'est-à-dire, elle est Dieu. Si vous regardez le texte, c'est incroyable. C'est-à-dire, on apprend ça, le premier conflit qu'on règle bien, c'est Avram et Akadosh Baruch Hu, et tout va bien. Parce qu'Avram, il sait que Dieu, ça ne le dérange pas d'imaginer qu'il s'est trompé. C'est énorme. Parce qu'il reste de toute façon Dieu. Et comme il s'en rend compte, donc il n'a pas peur de dire les choses. Donc on est dans une négociation, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je lui interdis, je lui permets. Bon, alors on fait quoi? Alors je vais te dire pourquoi. Il lui dit, j'entends. Tu dis, mais oui, au fond, c'est vrai. Ça s'entend ce que tu dis. Et à partir de là, on avance. On va voir que donc, on est après avec un autre conflit, qui est celui donc avec Yaakov et Esav. Donc on a vu qu'Yaakov et Esav, il y a un problème. Et puis après, il y a Yaakov et Lavan. Il y a Yaakov avec Lavan, le beau-père. Et là, c'est intéressant parce qu'on va analyser le texte. On va prendre le texte. Et on va voir la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça commence d'abord par quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui fait que Yaakov, il se lève et il part? Il appelle ses épouses, il leur dit, je vois le visage de votre père, il ne me regarde plus comme il me regardait auparavant, et vous savez qu'en vérité, je suis un honnête homme. Et vous savez que votre père m'a escroqué. Et si ce n'était Dieu, eh bien, j'aurais été complètement escroqué. Donc il y a ici une introduction intéressante, dans laquelle Yaakov, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il se confronte à qui? À celles qui peuvent tout faire capoter. Parce que, concrètement, il va parler à ses épouses, qui sont quand même les deux filles, Rachel et Léa, de Lavan. Donc il est ici en train de faire un coup quand même énorme. Il va chez elles, il leur dit, ouais, je vois que votre père, il ne me regarde plus de la même manière. Et alors, je vais vous expliquer, pourtant, c'est votre père, il n'a pas été sympa avec moi, et si ce n'était Dieu. Elles auraient pu lui dire, bon d'accord, et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ça va. Yaakov, au fond, en disant ça à celles qui peuvent échouer l'histoire, éventualise que peut-être sa lecture n'est peut-être pas la bonne. C'est-à-dire que Yaakov, il a un argument. Il a un argument qui va étayer ce qui va générer un conflit. C'est-à-dire il va falloir maintenant, il y aura un conflit qui va se mettre en place. Et il donne l'argument.
Mais il ne se le donne pas juste à lui-même. Il n'est pas en train de se remonter, ouais, en vérité, c'est un pourri, c'est pas un mec bien, etc. Là, il se chauffe, et après il dit, on y va, on part. Pourquoi? Laisse tomber, je sais pourquoi. Il va voir les 2 filles de Lavan, qui sont ses épouses, et il leur dit, vous savez, votre père, mais néanmoins, ça veut dire qu'au fond, il s'expose à un contre-argument. C'est-à-dire qu'ici, le conflit, il prend sa source dans quoi? Dans quelque chose qui est objectivement problématique. Mais est-ce que je suis sûr que c'est problématique réellement? C'est que la Torah nous dit que le conflit peut prendre son origine dans quelque chose d'authentique. Mais est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière? Est-ce que tu es sûr qu'au fond, le conflit, il n'est pas là pour régler quelque chose d'autre que tu n'as pas envie de dire? C'est pour ça que Yaakov, il énonce. Il ne dit pas, votre père, c'est une crapule, c'est un bidon, j'en veux pas, ça se fait pas. Non, non. Il parle et il dit, voilà, je vous explique c'est quoi mon problème. Le problème que j'ai aujourd'hui, et la raison pour laquelle je pense qu'il faut créer une rupture, c'est ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire que Yaakov pose les choses face à lui. Et il a envie d'entendre en face une réponse, ou non. Et elles disent, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. À ce moment-là, il se lève et il part. Ça veut dire que il peut y avoir en effet une raison pour laquelle à un moment, je dis stop. Mais est-ce que je suis sûr que la raison, je ne l'ai pas trouvée pour pouvoir justifier quelque chose dont je n'ai pas envie de parler? Je vais plus loin. On peut construire une situation pour justifier un désir de rupture. Mais on ne parle pas du désir de rupture, on parle de la situation. C'est-à-dire que la situation, je l'ai construite, mais elle est là parce qu'au fond, je n'ai pas le courage de dire « je veux partir ». Je ne veux plus te voir. Je dois dire « pourquoi ?» Et là, tu seras bien embêté. Parce que les raisons, parfois, ne sont peut-être pas très claires. Parce que ça peut être aussi, si tu les analyses bien, parce que tu me renvoies trop à ce que je devrais être et je ne le supporte pas. Bon, tu ne supportes pas l'effet miroir, j'entends. Mais c'est un peu difficile de le dire et de se l'entendre dire. Donc on va créer le système. Et pour être sûr que l'autre ne démonte pas le système, on arrive, on dit, il a fait ceci, donc c'est la raison pour laquelle. Yaakov, il nous apprend qu'il faut se méfier de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un principe, Adam Karov et Tselatzmo. Chacun d'entre nous est proche de lui. Kol Angaim Adam Rechutz Minigatzmo. Il y a marqué que l'homme peut voir toutes les plaies de tout le monde, sauf les siennes propres. C'est normal. C'est ainsi que fonctionne l'homme. Vous, moi, tout le monde, c'est évident. Il faut faire un vrai travail, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de se confronter à soi-même pour un moment avancer. D'ailleurs, c'est ce que le prophète dit, Shiftocha betor Mirma, tu es installé dans ton propre mensonge. Il y a une très très belle image de Rav Wolbe, extraordinaire. Il dit, imaginez dans une pièce, 2 hommes, enfin 2 individus, et qui parlent de vous. Alors il y en a un, c'est ton super copain, et l'autre, c'est tout sauf ton super copain. Et toi, tu es à l'extérieur, tu écoutes. Et on dit, ouais, il est super, là, génial, hop, hop, hop. Et l'autre, oh, peut-être, mais néanmoins. Alors, c'est pas qu'il dit, ouais, il est super, mais d'à côté, il a braqué la Banque de France. Non, c'est qu'il relativise, il dit, ouais, il est très sympa, mais est-ce qu'il est toujours si. Hop, 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 il te fait. Ah, Wolbe dit, si t'es quelqu'un d'honnête, tu peux pas totalement rejeter les paroles de ton ennemi. Il y a peut-être raison à 2%. Pas à 20, ni à 10, mais c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux ce qu'il est en train de dire. C'est pas. Ce qui a marqué dans le passouk, Kamim alay merim tishmana oznaï, dit le roi David. On le dit, est-ce qu'on est capable de le faire? C'est un deuxième problème, enfin, je parle pour moi ici. Kamim alay merim tishmana oznaï, dit David Améler, quand ceux qui t'en veulent se lèvent contre toi, tishmana oznaï, que tes oreilles écoutent. Le gars qui est ton ennemi, qui t'aime pas, ça existe malheureusement. Lui, il va dire plein de trucs pas gentils. Mais quelque part, dans ce qu'il dit, écoute quand même. Parce que, d'une manière ou d'une autre, même si tu évacues 99,9 de ce qu'il dit, il y a au moins 0,1 qui te concerne. Écoute, il y a un zeste de quelque chose que tu dois entendre. Quand on est dans l'univers du conflit et qu'à un moment, on dit des paroles, c'est vrai que, comme on l'a vu, c'est pas simple. C'est pas simple parce que l'autre te renvoie quelque chose.
alors tu crées une situation pour ne pas te confronter à ça. Tu crées la situation pour ne pas te confronter. On la crée, la situation. On crée la situation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des personnes qui sont des spécialistes dans la construction du conflit, dans l'univers des relations. Pourquoi ? Parce que la dimension bouleversante de la confrontation à l'autre leur fait tellement peur qu'il faut créer un système dans lequel le conflit sera présent pour pouvoir justifier la raison pour laquelle on se mettra en rupture, et comme ça, au moins, on se continue à se protéger. Ça va être ce qui va se jouer au fond entre Yaakov et Lavan. C'est-à-dire que Yaakov va être sûr que la raison pour laquelle il dit stop, elle est objectivement vraie. Et qu'il n'y a pas autre chose qui se cache. Qu'il n'est pas ici dans le problème j'en ai marre du beau-père, basique, ou alors je vais prendre mon indépendance, ou alors que sais-je, ou même des choses un peu plus complexes. Il va être sûr que c'est ça. C'est ça la vraie raison. Il va être sûr. C'est pas simple. C'est-à-dire se confronter à soi-même et se dire est-ce que vraiment c'est ça la vraie raison. Alors il s'en va. Et qu'est-ce qu'on voit après ? Il y a Lavan qui lui court derrière. Elle lui dit oh, qu'est-ce que tu pars toi ? Qu'est-ce que tu t'en vas ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Et là c'est très intéressant. On va regarder de nouveau le texte parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce que la Torah nous dit. C'est une des lectures bien sûr. On sait que la Torah, les lectures sont multiples. Il va lui dire la chose suivante. Alors, donc il part. Et le texte nous dit que Yaakov s'enfuit, Lavan lui poursuit, et qu'est-ce qui se passe ? Lavan dit à Yaakov, « Mais Asita, qu'est-ce que tu as fait ? Vatignov et levavi, tu as volé mon cœur, Vatonag et Bonotai qui chouillot rêve, et tu t'es conduit avec mes filles, qui chouillot rêve, comme si tu les avais prises prisonnières. » Ce qui est très curieux, c'est que Lavan, en disant cette phrase, reprend en vérité quelque chose qui était dit auparavant. Donc Yaakov s'en va, et le texte nous dit « Vayignov Lavan et leva Haran Arami » et Yaakov a volé le cœur de Lavan parce qu'il ne lui a pas dit qu'il s'enfuyait. Alors il y a un petit problème. Yaakov, il dit voilà, cette rupture, c'est-à-dire je mets en place une rupture, donc je rentre en zone de conflit claire et je le crée, j'ai aucun problème. J'en ai parlé, j'ai voulu que celles qui auraient pu me dire t'exagères me le disent, elles ne le disent pas, je m'en vais. La Torah dit Vayignov, traduction. C'est quoi la lecture que Lavan va faire ? C'est quoi la lecture ? La lecture que Lavan va faire, c'est qu'Yaakov, c'est une crapule. Concrètement, c'est une crapule. Pourquoi ? Pourquoi tu te lèves et tu t'enfuis ? Et quand il arrive, il lui dit tout de suite cet argument. Il dit, t'es une crapule. Pourquoi t'es parti comme ça en courant ? Et là, il va falloir que Yaakov il a un argument. Alors regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, pourquoi tu m'as volé, etc., etc. Et là, Yaakov va lui dire, qui arrêti ? J'avais peur. Qui a marti ? Car je me suis dit, Pentigzol el benoter hameimi, peut-être que tu vas voler tes filles de moi. Là, on rentre dans un truc super intéressant. On entre, chacun d'entre eux, on peut dire symboliquement, fait un film. C'est-à-dire que d'un côté, Lavan, il lui dit, concrètement, ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est qu'en deux mots, tu construis un conflit entre nous, tu fais une action, mais ça se fait pas ce que tu as fait. Tu as fait un acte délictueux, d'accord ? Tu n'as pas calculé, tu m'as pas appelé, voilà, c'est-à-dire, c'est classique. T'es parti, tu m'as pas appelé, quoi. Tu m'as pas demandé ce que j'en pensais, t'es parti. Et l'autre lui dit, parce que je pensais que peut-être t'allais m'empêcher. Alors là, c'est bizarre. C'est qu'en deux mots, on est ici dans une forme de parano de couple ou quoi ? Non, c'est très curieux. Parce que je pensais que si, alors. Sur la base de quoi tu dis une chose pareille ? Sur la base de quoi tu dis une chose pareille ? Or pourtant, c'est ce que Yaakov amène comme argument. Donc là, on va rentrer maintenant dans un autre aspect de la problématique du conflit, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue et pourquoi ils en parlent de cette manière ici. Il va lui dire, j'avais peur, Pentigzol et benoter hameimi. À ce moment-là,
Lavan, il peut lui dire tout simplement, c'est faux. Il peut lui dire, c'est faux. Et tout de suite, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yaakov contre-attaque et lui dit, mais tu sais, moi je te rappelle que tu t'es très mal conduit avec moi pendant toutes ces années, et je me suis conduit comme quelqu'un de très bien. On va essayer d'analyser les différentes phases. La première phase, c'est qu'en effet, à un moment, on ne peut pas mettre de côté la lecture que l'autre va faire de la manière dont je me suis comporté dans le conflit. C'est-à-dire que l'autre me dit, objectivement parlant, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et on voit très bien que la Torah dit, oui, c'est vrai. La Torah dit, Vayignov, il a volé son cœur, parce qu'il ne lui a pas dit. Maintenant, l'argument qui te permet de justifier, a priori, c'est un fantasme. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais que peut-être... Or, ce qui est intéressant, c'est que Lavan ne dit pas. Il dit rien. Yaakov, après, continue et dit, et en vérité, c'est toi la crapule. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous raconter ici? A priori. Vous êtes d'accord que Yaakov, il n'agit pas comme il faut? Yaakov, il n'agit pas comme il faut. Mais le problème, c'est que Yaakov, il a un argument. Et que l'argument de Yaakov, s'il le dit, c'est parce qu'au plus profond de lui-même, il en est convaincu. Pourquoi? Parce que Yaakov, d'abord, s'est posé la question de la vraie raison pour laquelle il veut partir. Ça veut dire que je peux en effet faire confiance à ce que j'imagine du comportement de l'autre si je suis sûr que la raison pour laquelle je pars, ce n'est pas tout simplement un désir de partir. C'est-à-dire que Yaakov, au fond, il a d'abord dit, peut-être que ce que je suis en train de faire comme analyse, c'est pas bon. Ce que je suis en train de dire, il faut que je parte, c'est peut-être pas bon. Peut-être qu'en réalité, j'invente un système pour pouvoir justifier. Donc Yaakov a cette exigence par rapport à lui-même. En deux mots, Yaakov a peur de son modèle d'interprétation. Yaakov a cette vigilance. Yaakov se dit, en tant qu'être humain, je suis peut-être en train d'interpréter des choses pour justifier mon désir de partir. Donc le fait d'avoir cette vigilance, et le fait de vérifier si véritablement ce n'est pas pour une mauvaise raison qu'il fait les choses, lui donne cette liberté de dire en effet à Lavan, car en effet, te connaissant, j'avais peur que, si je te le dis, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'à un moment, avoir un argument vis-à-vis de l'autre qui rentre d'une hypothèse que je n'ai pas vérifiée, à l'intérieur d'un conflit est entendable si je suis sûr que ce sont les événements qui ont généré le conflit et que je n'ai pas saisi les événements, ou voire plus généré les événements, parce que je voulais de ce conflit. Ça veut dire que si maintenant, je suis sûr que c'est l'événement qui a créé le conflit, c'est-à-dire qu'il y a un problème réel et objectif, un vrai problème, et que je suis sûr qu'au fond, ça ne m'arrange pas que ce problème existe, parce qu'à travers ce problème, je peux créer la situation qui va créer la rupture. Voire pire, j'ai envie de la rupture, j'ai envie d'une tension, donc je crée l'événement qui va être à l'origine d'eux. Si je suis sûr que ça n'existe pas, alors j'ai cette liberté de dire à l'autre, j'ai une hypothèse, c'est que peut-être en effet, si je t'avais dit, tu aurais fait ça. C'est-à-dire que l'hypothèse, je ne peux l'entendre que dans la mesure où je suis sûr que le conflit n'est pas quelque chose que je désire. Il y a quelque chose ici qui est fondateur. Parce que c'est vrai que dans la vie, on a tous des hypothèses sur une situation. Et souvent, les conflits sont liés au fait qu'on a une hypothèse et qu'on pense que cette hypothèse est vraie. La Torah, elle te donne la liberté d'imaginer une hypothèse. Mais elle veut être sûre que tu es quelqu'un de profondément vrai. Et qu'au fond, tu n'es pas intéressé. Parce que cette hypothèse, quelque part, elle est à charge. Mais je peux l'entendre, parce que justement, Yaakov n'a pas décidé de créer la rupture.
Yaakov a vu une situation et il a dit cette situation-là m'oblige à la rupture, elle m'oblige à créer le conflit. Mais il va être sûr que c'est vraiment cette situation. Donc il dit à ses épouses, vous avez vu comment il s'est comporté, donc je pense que... Et elles disent rien. Et elles ne disent rien. Et leur silence dit, c'est vrai. Toi, tu pourrais être éventuellement soupçonné d'avoir enjolivé les choses, de les avoir surdimensionnées, voire même de les avoir générées parce qu'au fond, tu as envie de partir. Mais nous qui ne sommes pas dans cette problématique, au contraire, qui sommes de l'autre côté, on te dit oui. Ce que tu vois a une dimension d'objectivité absolue. Nous pouvons te rassurer que ce qui se passe, c'est une réalité qui peut en effet amener un désir de rupture. Et donc dans ce cas-là, lorsque tu diras « moi j'ai une hypothèse », tu n'es pas sûr que cette hypothèse, tu peux être sûr que cette hypothèse n'est pas là pour étayer ton désir préexistant de créer des ruptures. On reprend une situation de conflit. Dans les situations de conflit, généralement, on est surtout confronté à l'interprétation. Il s'est passé ça, ça veut dire que. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Je t'ai appelé, tu m'as pas rappelé, ça veut dire que tu me calcules pas. Je t'ai demandé ça, t'as pas dit alors que l'autre, tu dis, ça veut dire que l'autre compte plus pour moi, pour toi. C'est une hypothèse. Elle est peut-être vraie. Est-ce que j'ai le droit de l'énoncer? Je n'ai le droit de l'énoncer que dans la mesure où je ne veux pas le conflit, où il ne m'intéresse pas, où je ne veux pas la rupture. Si j'ai la certitude que ça ne m'intéresse pas, soit parce que je sais que j'existe en tant que tel et que je n'ai pas besoin du conflit comme pour me faire exister comme on l'a vu, ou alors qu'au fond, ce n'est pas la conséquence du conflit qui m'intéresse parce que tout simplement j'ai envie de rester dans cette relation. J'ai envie que cette relation elle existe avec l'autre, avec un grand A. Elle m'intéresse cette relation, elle est importante, elle a de la valeur. Et je n'ai pas besoin de créer le conflit pour brusquement dire que j'ai raison et donc brusquement prendre une place parce que j'existe déjà, comme on l'a vu. Je suis Dieu, je suis unique. Alors dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, si à un moment surgit cette hypothèse qui peut en effet créer le conflit, elle peut être entendable. C'est pour ça qu'Yaakov il a dit. Parce que Yaakov sait qu'à la base, il n'avait pas de désir de rupture. Mais il y a une situation qui a créé une nécessité de rupture. Mais il faut être sûr que c'est véritablement la situation et rien d'autre. Dans la mesure où il en a une certitude, et il sait que lui-même n'a pas besoin de la rupture, du conflit pour se faire exister, alors l'hypothèse, dans la mesure où il la ressent, il peut l'exprimer. Parce qu'elle n'est pas là, je ne la fais pas émerger pour pouvoir aller dans la direction qui m'intéresse. Et ça demande une qualité, d'être émette, d'être vrai. Ou alors d'avoir envie d'être vrai. C'est-à-dire de ne pas avoir peur à un moment de se scruter soi-même, de ne pas avoir peur d'avoir un maître. Il y a un maître ou un ami proche qui va un moment te dire « arrête de te raconter des histoires », qui va te dire « mais non, c'est pas vrai ». Quelqu'un qui à un moment nous remet face à nous-mêmes, mais qui le fait de telle manière à ce que nous-mêmes continuons à exister. Ce nous-mêmes continue à exister, comme il continue à exister, alors on peut. Et ça, c'est vrai que on peut construire quelque chose si on est dans cet univers, parce qu'à un moment, on est clair. On est clair. Et on n'invente pas ce qu'on appelle des tiroutsim, des réponses à 2,50 francs. Donc Yaakov, il peut le dire. Et Lavan, il dit rien. Lavan, il dit pas « Oh, quoi? Tu me soupçonnes ?» Regardez ce qui se passe. Le texte nous dit « Pen tigzol et benotecha meimi » Et Yaakov, il argumente. Et qu'est-ce que Lavan, il lui dit? Ouais, d'accord, mais enfin, c'est quand même mes filles, faut pas exagérer, quand même. C'est intéressant. Mais sur l'argument de Yaakov, il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu dis une chose pareille? Mais il ne dit pas cet argument.
L'argument qu'il amène Lavan, c'est plus un argument. Il dit, ouais, mais enfin, on est dans l'émotionnel. Ah ben notre taille, va bani madame, la chartreuse, veut notre taille, et pour mes filles, je comprends pas, attends, laisse-les moi, j'ai besoin de les embrasser, qu'ils soient, enfin voilà, faisons la fête, restons ensemble. Donc il dit, non, c'est terminé. Et que Lavan, il sait très bien que l'hypothèse de Yaakov, elle est vraie. Lavan, il sait que l'hypothèse de Yaakov, elle est vraie. C'est pour ça qu'il ne s'oppose pas. Mais l'hypothèse de Yaakov, il l'entend, parce que tout simplement, elle vient de la bouche de quelqu'un qui s'appelle Emet, vérité. Comme le verset nous dit, Titen Emet le Yaakov. Donne la vérité à Yaakov. Yaakov, c'est Ishemet, l'être de vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de comprendre le réel pourquoi de ses démarches. Quelqu'un qui n'a pas envie de se raconter des histoires sur lui-même. Quelqu'un qui éventualise qu'à un moment, il puisse faire les choses pour de mauvaises raisons. Et alors, c'est ça l'histoire de l'homme. Quand il se confronte, il est prêt à entendre ses épouses dire « Ben non, en vérité, ce que tu veux faire, c'est pour des mauvaises raisons. » Et Yaakov, il est prêt à l'entendre. Yaakov est prêt à l'entendre, cette phrase. Si on est prêt à entendre cette phrase, alors au fond, l'univers du conflit, il n'existe plus. Et s'il existe, c'est qu'il est absolument nécessaire, parce qu'il doit être la base de la rupture. Mais en dehors de ça, ben il faut être capable d'avoir ce regard sur soi-même. On va retraduire les choses dans notre monde à nous. Là, j'ai essayé à travers les textes, et on n'a pas été sur tous les textes, d'ouvrir quelques perspectives. Aujourd'hui, malheureusement, si on analyse, et la plupart du temps, c'est quoi les conflits ? Les conflits, c'est avant tout un problème de place. C'est-à-dire, j'ai envie, via le conflit, de savoir si j'ai une place. Comme on l'a vu, le conflit, c'est quelque chose qui m'est nécessaire pour me faire exister. La meilleure manière de régler les conflits, c'est d'abord de se poser la question, est-ce que je suis sûr que l'autre, il a une place ? Et si je suis sûr qu'il l'a, est-ce que lui, il est au courant ? Et il est à travers le fait que je lui envoie un message. Mais un message qu'il peut décrypter. C'est-à-dire, si pour moi lui dire, tu as une place, lui faire « Salut !» Ouais, mais ça, c'est dans mon langage, pas dans le sien. Et vous constaterez que dans un monde dans lequel on se préoccupe avant tout de savoir quelle est la place que l'on donne à l'autre, et c'est ça, au fond, un élément capital dans notre vie, les « je ne suis pas d'accord avec toi » existent, et j'ose espérer, mais ils ne génèrent jamais de conflits qui construisent des ruptures. Si des deux côtés on le fait, et si des deux côtés c'est ça notre préoccupation, si des deux côtés au fond la préoccupation c'est pas de savoir ce qu'on va prendre et ce qu'on va donner à l'autre, et ce qu'on va donner à l'autre c'est d'abord cette conscience d'exister profondément, à ce moment-là, oui il peut y avoir dissension. Et j'ose espérer, parce que chacun d'entre nous a une autre lecture, une autre compréhension, mais ça ne remet pas en cause mon identité. Ça, c'est un travail que l'on peut faire de manière ultra concrète. Et au passage, tous les enseignants le savent, pour faire en telle sorte que dans les classes, les dysfonctionnements ne génèrent pas des conflits et des tensions, ben, il faut que chaque être qui est dans cette classe, et je ne dis pas chaque enfant, chaque être qui est dans cette classe, sache qu'il est un être. Et il a besoin de se sentir exister, donc il n'a pas besoin, via le conflit, brusquement de prendre une place. Souvent, on va voir que dans les relations familiales, c'est ce qui se passe. On a oublié de signifier. Dans les relations de couple, a fortiori. Parce qu'on a oublié de nous dire que c'est ce qu'il fallait faire. On a oublié de nous l'apprendre. Alors, la vraie difficulté que l'on a, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le conflit, quand on est dedans ? C'est-à-dire que là, on a vu comment est-ce qu'on peut travailler en amont, mais on est dedans. La meilleure manière, c'est tout simplement de commencer à se faire exister suffisamment pour ne pas avoir peur à un moment de perdre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre enjeu. Limiter l'enjeu à la problématique et ça s'arrête là. Et au fond, c'est si grave si on choisit une voiture avec une peinture verte. Et au fond, c'est si grave si on va aux îles Maldives plutôt que d'aller à Caracas, dans l'absolu. C'est pas si grave. C'est-à-dire si, via ça, nous-mêmes, on ne se sent pas en danger dans notre identité, alors on remet les choses à leur place.
Hachem Yorachem, vous pensez que mardi dernier, les conflits qui existaient, ils étaient aussi puissants que ce qu'ils existaient d'habitude? Mardi dernier à 7h du matin à Yerushalayim, non. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut être conflit, mais c'est pas grave. Parce que bon, j'aurais préféré ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'enjeu, il est bien ailleurs. L'enjeu ici, il est limité. Et vous constaterez que la plupart du temps, l'enjeu, dans l'absolu du conflit, mais il est ridicule. Il est ridicule. Pour ça, il faut développer une mida. Cette mida-là, ça s'appelle la mida de vitour, c'est-à-dire savoir renoncer. Le renoncement, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se construit. Quand les parents ils disent « c'est le plus fort qui renonce », ils n'ont rien compris. Parce que c'est à travers le renoncement que tu te fais exister. Mais non, c'est parce que tu te fais exister que tu arrives à renoncer. C'est-à-dire, fais en telle sorte qu'à travers le renoncement, l'autre n'ait pas l'impression qu'il n'a plus de place. Et que l'enjeu, c'était juste ce point-là, et il n'y a rien d'autre qui va derrière. Remettons les enjeux à leur place. Dites aux gens, mais attendez, mais est-ce que c'est si fondamental, dans l'absolu? Et souvent on entend, ouais, mais c'est toujours lui, c'est toujours l'autre. Ah, donc c'est plus le problème de ce qui se passe. Le problème, il est ailleurs. Donc là, on va régler le truc, donc voilà, on va faire A ou B. Maintenant, on passe à autre chose. Et on va voir en effet où se situe la problématique. Il ne faut pas attendre d'être confronté à des catastrophes pour savoir où sont les enjeux. C'est dommage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'en effet, il y a peut-être parfois des vraies marloquettes, c'est-à-dire on n'est pas d'accord. Mais comme derrière ça, il n'y a rien d'autre que le sujet, et que même si à un moment l'autre a raison et moi j'ai tort, même si je pense qu'au fond dans l'absolu j'ai raison, mais c'est pas si grave que ça parce que les enjeux sont pas si fondamentaux, alors dans ce cas-là, les conflits ne feront que générer un échange. Parce qu'au fond, et c'est là on conclut, à ce moment-là il crée un dialogue. Comme avec Dieu Abraham, j'apporte l'argument, mais peut-être s'il y a 40, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas une mauvaise idée. Oui, d'accord, il n'y a pas 40, mais si on n'a que 30, alors d'après toi, c'est jouable? Ça serait jouable, pas mal, j'ai pas eu l'idée. Bien sûr qu'il a eu, mais c'est pas grave. Et à la fin, il dit, oui, non, mais d'accord, mais là, s'il y a vraiment moins de 10, tu comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai éventualisé un moment, me ranger à ton point de vue. Et Béhémet, Dieu dit, vous croyez qu'on lui dit, si on a 40, j'arrête? Il disait, c'est du pipeau. Hachem sait qu'il n'y a pas 40, mais s'il le dit, c'est que si Abraham, paf! Il voulait jouer à Mary Poppins, il en fait débarquer 40 juste. Dieu dit, t'as raison. D'ailleurs, on le voit dans la Torah. Puisqu'il y a des gens qui vont prendre des initiatives dans la Torah, comme Moshe, il y a des initiatives qui vont être prises, et Dieu dit bravo. Bonne initiative. Je t'avais dit ça, t'as décidé que ça doit être autrement, super, génial, j'entends, j'accepte. Et ça, en effet, c'est ce qui construit les véritables échanges. C'est ce qui construit les véritables échanges. Pourquoi? Parce que, quelque part, ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre quelque chose qui est du domaine du émet, de la vérité. Ça, c'est quelques pistes sur cette notion. Et comme d'habitude, on passe à vos questions. Je fais de la poésie sans m'en rendre compte. Oui, vas-y, question. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'Hachem peut se tromper? Comment? Parce que Dieu le dit. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre la chose suivante. Quand par exemple on te parle de l'histoire de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov et qu'on parle de leurs erreurs, en non, on les analyse en disant « Ah, tu sais, moi je vais venir en cours, je dis « Comprenez l'erreur d'Abraham ?» C'est ça le mail, pour qui tu te prends? Moi je suis en train de vous dire « Oui, l'erreur d'Abraham, et puis Adam Arishon, il n'avait pas compris en vérité. » Attends, oh. Et sans faire de la fausse modestie, c'est-à-dire Abraham et nous, c'est aucun rapport. Si la Torah te raconte une histoire, c'est pas pour te dire que la réalité, elle est. C'est pour que tout simplement tu saches ce que tu peux en prendre. Quand la Torah te dit qu'Hachem a éventualisé autre chose que ce qu'il a dit, c'est pour t'apprendre que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Hachem dit, voilà, je te dis, je peux me tromper. On sait qu'il ne se trompe pas, mais le fait qu'ils disent, mais c'est dans le domaine du possible, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Est-ce que je suis suffisamment clair dans ma réponse? C'est-à-dire que
Ce que le texte est en train de te dire, c'est que même quelque chose qui nous semble être absolu peut se tromper. Et c'est très important, hein. Parce que vous savez, le Rav, il a dit, il y a parfois des gens qui prennent le Rav pour Dieu, et c'est très ennuyeux. Dieu, il a dit, mais Avram, j'entends, peut-être il y a 40, t'as raison. Si Hachem a dit que ce concept-là, il existe, le gars qui est de chair de sang en face de toi, il ne peut pas. Il ne peut pas se tromper lui aussi. Si tu es face à quelqu'un qui pense que article 1, le chef a raison, article 2, quand le chef se trompe, se référer à l'article 1, tu te lèves et tu prends la fuite. Parce que c'est pas possible. Parce que la Torah nous dit que c'est dans le domaine de l'impossible. Et on voit, la Gemara nous rapporte l'histoire de ces mecs incroyables qui sont tremblants. Il y a marqué que quand on dit un din, on doit voir l'abîme devant nos pieds et se dire, et peut-être que je me trompe. Et attends, mais t'es le meilleur. Peut-être que je me trompe. Et qu'est-ce que j'en sais? Rabbi Akiba, il s'est trompé. Rabbi Akiba, c'est énorme, Rabbi Akiba. Il y a Bar Korba qui est là. Rabbi Akiva dit Bar Korba, c'est le Mashiach. Et on y va. Et il n'y avait pas de campagne média pour ça. Et Bar Korba devient Bar Koziba, l'homme du mensonge. Rabbi Akiva s'est trompé. Pourtant, c'est Rabbi Akiva. C'est pauvre. Il faut le savoir. Même si on casse nos joujoux en faisant ça. Oui. Là, dans l'histoire d'Abraham et d'Hachem, c'est un conflit qui va tendre à une résolution par un dialogue et par une négociation, vous l'avez très bien dit, mais les deux adoptent une position faite de souplesse parce qu'ils cherchent à aller vers un terrain d'entente, vers une position de commun accord. Mais là, c'est dans cette situation-là, mais dans d'autres situations, il y a conflit. L'un peut avoir une position souple et l'autre peut avoir une position complètement bloquée. Rigide. Voilà. Donc comment... Votre question, c'est comment est-ce qu'on fait quand dans un conflit, quelqu'un est rigide et l'autre ne l'est pas? Alors, les relations avec les gens psychorigides sont très complexes. C'est vrai. Elles sont très complexes. Elles sont très complexes. Ça se règle, mais très difficilement. Parce que, par voie, ils rentrent dans des catégories plutôt psychiatriques, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'accord? Non, je ne rigole pas. Et parfois, c'est l'expression d'une peur panique d'envisager qu'ils puissent éventuellement se tromper parce que c'est tout leur système qui s'écroulerait. Donc là, généralement, on a besoin d'un tiers. C'est le tiers qui va pouvoir éventuellement intervenir. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec quelqu'un qui ne connaît pas encore les modalités de la résolution du conflit. Ça ne sert à rien. Et vous pouvez dire, mais je ne comprends pas, mais nanana, l'autre, il ne sait pas ce que tu lui veux, quoi. L'autre ne sait pas, il ne comprend même pas parce qu'il est en danger. Il est en danger. Il est en danger, donc quand quelqu'un est en danger, il est dans une telle panique qu'il reste sur son modèle, il ne peut pas bouger. Et donc ça ne sert à rien, puisque plus on insiste, plus il se sent en danger, plus il se protège, plus... Donc là, on a besoin d'un tiers, parce que ça, sinon... Ce qui est sûr, c'est que dans ce genre de cas, au moins, l'intérêt, c'est que celui qui est en face peut avoir une lecture quand même beaucoup plus positive de l'autre. Alors bien sûr, si l'autre c'est une crapule et dit « Non, ma certitude, c'est que tous les soirs, il faut que je te frappe », c'est un deuxième problème. Mais si on n'est pas dans ce genre de cas, on peut avoir quelque part presque pitié de quelqu'un qui a besoin de s'accrocher à ses certitudes parce que sinon il a peur de ne plus avoir de place. Quelque part, on peut faire preuve on peut ressentir, et donc c'est ce qui permet la continuité d'une relation jusqu'au moment où l'autre va peut-être être suffisamment construit pour savoir dire qu'il a eu tort. Je pense qu'on peut vraiment, quelque part, il y a quelque chose qui fait de la peine. C'est des personnes qui sont raides dans leur système et ils ne sont même pas capables d'inventer une autre lecture, mais ça veut dire que quelque part derrière, il y a un manque de construction. Donc c'est au fond, on peut faire preuve de compassion dans un cas pareil. Et ça permet d'être dans la continuité d'une relation jusqu'au moment où en effet le travail se fera plus tard. Voilà, c'est un petit peu la lecture que je donne. Oui, je vous écoute. Et après au fond, allez-y. Quand
lui avait dit qu'il avait raison, objectivement, mais qu'elle voulait quand même pas quitter leur terre. C'est intéressant, parce que ça peut être un cas concret. Hein. D'accord. T'as raison, il n'est pas sympa, ma mère n'est pas sympa, mais je ne me vois pas ne pas venir chez elle Shabbat. Bon, alors. C'est une bonne question. Alors, Yaakov, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, puisque concrètement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous savez, le principe de la théorie, et si Dieu avait... Moi, pour Yaakov, je ne peux pas vous répondre, parce que concrètement, ce n'est pas ce qu'il y a eu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit à l'autre, tu as raison, mais ce n'est pas parce que tu as raison. Alors, quelque part, il faut juste avoir le courage de dire le mot. Tu as raison, mais je n'ai pas la force ou le courage d'aller suivant quelque chose qui est vrai. Ça veut dire qu'en faisant ça, on pose face à soi où est la problématique. Parce que le « j'ai pas envie », ça ne veut rien dire. Pourquoi tu n'as pas envie ? Pourquoi tu n'as pas envie ? Il faut comprendre. Non, c'est pas que j'ai pas envie, mais... next. Je ne me sens pas capable, super. Circonvolution nouvelle, pourquoi tu n'es pas capable ? Parce que j'ai peur qu'après... tu as peur qu'après on t'aime plus. D'accord, donc quelque part, tu t'es enfermé dans un système. Je comprends. C'est pas simple de sortir d'un système dans lequel on nous a ou dans lequel on s'est enfermé. J'entends. Mais au moins, c'est sûr qu'on peut travailler maintenant. Et à partir de là, on peut avancer. Dire à quelqu'un, vous savez, c'est comme céder aux enfants avec la canette de coca. Je n'ai pas la force de me battre avec eux. Donc je cède. N'invente pas des théories, non, je t'explique, parce qu'en réalité, le traumatisme de l'enfant, non, rien du tout. Tu comprends, parce que ma mère, après, elle va croire, non, rien du tout. Je ne suis pas capable parce que tout simplement, je n'arrive pas à me défaire d'un système qui a été mis en place. Point. Je n'ai pas la force et le courage de me battre avec les enfants, je décide de capituler. Point. J'ai le droit de le dire. Pourquoi je n'ai pas la force ? Je vais essayer de comprendre. Mais les choses, elles sont posées. C'est quelque part un bonheur, à un moment, de ne pas avoir peur de s'exposer aux raisons réelles des choses. Et alors, c'est pas grave, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être faible, on a le droit de craquer, on a le droit de ne pas se sentir le courage, on a le droit de fuir en avant, on a le droit, on a ce droit. Ça fait partie j'ai presque envie de dire, des droits politiques de l'humain. Le problème, c'est si ce droit devient un système de justification sur lequel je ne veux plus travailler, ça c'est un problème. C'est ce que Rabbi Yitzhak Hutner dit dans ses lettres. Rabbi Yitzhak Hutner dit, le drame, c'est quand la personne fait constat de certains dysfonctionnements et décide qu'elle est ainsi et qu'elle le restera ad vitam aeternam. C'est-à-dire, elle s'enferme dans quelque chose et elle l'explique de par le fait que, ce que vous voulez, et donc je suis comme ça. Ça c'est le problème. Mais dire, oui, en effet, c'est ma réalité. La question que je te demande, c'est, et qu'est-ce que tu comptes faire pour éventuellement t'extraire de cette réalité ? Alors, Yaakov, il aurait dit... Yaakov, j'en sais rien, puisque concrètement, laissez tomber Yaakov. Moi, je préfère le coup de la belle-mère, c'est plus simple. Non, mais volontairement, je vous arrête. Volontairement, je vous arrête parce que c'est... Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne refuse pas votre question. Mais à un moment, faire des spéculations sur ce que Yaakov aurait fait, c'est rentrer dans un système dans lequel Yaakov et vous et moi, c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Si la Torah me parle de Yaakov, et elle me dit, voilà ce qui s'est passé, c'est l'enseignement que je dois en prendre. Votre question, elle est, maintenant, sur cet enseignement-là, réfléchissons. Que se passe-t-il si, malgré la justesse d'une proposition, l'autre me dit, je ne suis pas prêt à en tenir compte, comment on fait ? Voilà, ça c'était votre question, et c'est là-dessus où j'ai essayé un tout petit peu d'ouvrir une porte de réponse. Oui, il y avait quelqu'un derrière aussi, un monsieur. Oui. Moi, le deuxième point que j'ai assisté, le premier, c'était les étapes de l'existence, comment réussir à avancer les étapes de l'existence. Et au cours de ce cours, vous avez dit, notamment, il me semble compter que vous avez dit qu'il fallait, fallait arrêter de vouloir faire plaisir. Oui. Et depuis, j'ai plein de conflits en germe. Je suis le coupable, c'est ça. Vous aviez besoin d'un coupable, j'assume. Alors au moins ce soir vous avez dit que c'est bien, il fait le service après-vente, c'est ça ? D'accord ? On est il y a le before, il y a l'after maintenant. Alors,
Alors, merci de poser la question, je vais repréciser quand même. J'ai parlé, il me semble en tout cas, la fois dernière, en effet, de ce qu'on appelle la pathologie du faire plaisir. C'est-à-dire de ces personnes qui ont besoin de faire plaisir pour sentir qu'elles existent. Parce qu'elles n'ont pas appris à exister. Et quelqu'un qui en effet est là-dedans doit à un moment arrêter d'être dans ce système, parce que sinon, ce qu'il fait, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour lui-même. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez arrêter du jour au lendemain à répondre à une demande. Mais ça va devoir vous amener à vous poser une question. Quelle est la motivation réelle qui est à l'origine des choses ? Et sur la base de ça, en effet, si quand l'autre constate que brusquement vous n'êtes plus dans le même système, à ce moment-là crée le conflit, au moins vous avez compris quelque chose. C'est que la raison qui sous-tendait la relation, c'était en effet le fait que vous étiez donneur et l'autre receveur. Et à vous de vous poser la question, est-ce que cette relation vous intéresse ? Oui, mais vous avez dit que parfois, les conflits permettent d'exprimer en fait le fait de vouloir exister. Oui. Et bien alors dans ce cas-là, par rapport à la pathologie que vous avez évoquée, ça se compose. Alors non. J'entends ce que vous dites. On va remettre les choses en face. Premièrement, on a parlé la semaine dernière de celui qui donne parce qu'il a besoin d'exister à travers ce qu'il donne. Donc lui doit se poser la question, mais au fond, est-ce que la relation n'est pas quelque part fausse ? C'est-à-dire, je suis rentré dans un système. Ça, c'est un point A. Maintenant, vous dites, à partir du moment où je veux sortir de ce système, il y a un conflit qui se crée. Mais je n'ai pas cherché à le créer pour me faire exister. C'est un constat. C'est-à-dire, moi, je dis, je suis dans un système qui m'est nocif. Point. Vous n'avez pas créé le conflit, c'est l'autre qui maintenant dit « Ah, tu ne rentres plus dans le système, je crée le conflit. » Mais si demain, j'avais l'habitude de vous donner, je vous donne moins, je ne suis pas créateur de conflit. Si à partir de cela, vous voulez vous faire démarrer un conflit, c'est votre problème. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux avoir une démarche, qui est une démarche qui correspond à ce dont j'ai besoin pour construire, et c'est là où en effet on parle de cette honnêteté. Où en effet, honnêtement, quand je me regarde, l'objectif ici, c'est de ne pas créer le conflit dans lequel l'autre va dire « ça se fait pas », moi je vais dire « tant pis pour toi, j'existe ». Non, c'est vraiment, je me rends compte que mon attitude m'est toxique, elle n'est pas bonne pour moi. Donc je fais attention de changer, enfin de commencer à orienter. L'autre a une traduction qui est la sienne, j'y peux rien. Je ne peux rien faire avec la traduction de l'autre. Et on a vu que je ne peux faire la traduction que si moi je suis sûr d'être dans quelque chose qui est authentique, comme Yaakov, où j'ai bien vérifié. Alors dans ce cas-là, je peux la faire. À l'autre de se poser la question pourquoi il fait cette traduction. Et d'ailleurs, poser la question quand les gens sont en train de vous dire « Ouais, mais ce que tu as fait, tu te rends compte, c'est-à-dire « Va t'ixoloti, tu m'as volé, tu veux voler mes filles, etc. etc. » Posez aux gens cette question. D'où tu sais ? D'où tu sais ? C'est-à-dire que tu es en train de dire que ce que tu es en train de faire, ça veut dire donc c'est la raison pour laquelle. C'est une hypothèse qu'on peut entendre. Mais qu'est-ce qui te donne cette certitude, dis-moi ? Qu'est-ce qui te donne cette certitude de traduire ce que je suis en train de faire comme ça ? Quand la personne dit « Ouais, tu as envie de t'éloigner de nous », pourquoi tu as décidé d'avoir cette lecture ? Il y a une autre lecture qui est qu'à un moment, je me rends compte que je le faisais pas pour vous, mais plus pour moi. Donc au contraire, j'ai envie de créer une relation beaucoup plus vraie. Et à ce moment-là, vous avez deux options. Soit la personne qui dit « C'est vrai, tu as raison ». Donc la personne envisage une autre hypothèse, c'est génial. Ou elle dit « Non, mais je sais très bien ». Quand quelqu'un me dit « Je sais très bien », je lui dis « Mazal Tov, je viens de découvrir quelqu'un qui est dans mon cerveau ». Non, très bien, c'est très intéressant. Quelqu'un dit « Oui, je sais très bien », ben, c'est quoi la seule réponse ? C'est inexact. Tu veux dire « Oui, en vérité, je sais très bien, je sais très bien, je sais très bien ». Ben, c'est pas vrai. Maintenant, libre à toi de penser ce que tu as envie de penser pour pouvoir continuer à construire ton système pour justifier ton désir de rupture, je peux l'entendre. Mais tu as peut-être le droit, tu as peut-être envie d'une rupture, tu as le droit, mais dis pourquoi. Tu peux dire à l'autre « Je veux plus te voir parce que ». Au moins, c'est clair. Et là, on règle les choses.
Parce que comme tu as dit pourquoi, parce que, alors je peux te dire, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle va dire, tu m'as fait ça. Et là, on peut dire, je suis désolé, je le regrette. Je suis désolé, je m'en suis pas rendu compte. Je suis désolé, j'étais un imbécile. Ou alors, non, pas du tout, j'avais raison. Là, en effet. Mais là, on peut avancer, parce qu'on a dit les choses. Elles ont été posées. Oui. Comment on fait quand une personne veut éviter des conflits? C'est-à-dire que elle ne dit pas pourquoi. Et donc, il n'y a pas de conflit possible ou dialogue. Parce qu'elle vous dit pas ce qui s'est passé? J'ai eu quelqu'un qui m'a fait le coup l'autre jour, c'était super marrant. Il m'a regardé genre le mail. Alors moi, j'aime pas. Parce que d'abord, parce que peut-être qu'en effet, tu as une bonne raison. Alors, et peut-être tu as des choses à me dire, je ne me rends pas compte, donc viens me parler. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je ne l'ai pas calculé, peut-être que j'ai mal agi, peut-être que je ne me suis pas rendu compte, peut-être que j'ai dit comme tout être humain. Donc pose les choses. Il me dit, tu sais très bien. Alors, si vous êtes un tantinet angoissé, vous vous faites des films. C'est la manière de déstabiliser les gens. J'ai besoin de vous voir demain, j'ai des choses à vous dire. Quoi? Vous verrez. On a tous un jour franchi un feu rouge. Et si on a l'esprit un peu développé, on est persuadé qu'en vérité, c'est plus un feu rouge qu'on a franchi, c'est des précipices. Ça, c'est la perversion. J'appelle ça la perversion. Parce que c'est d'abord créer quelque chose qui est un système de manipulation. Et au fond, alors soit la personne dit, elle règle son problème à l'intérieur d'elle-même, le problème est réglé, soit elle dit, mais dire les choses, c'est prendre un risque, c'est de les régler. Et parfois, on a besoin de garder cette distance. On peut dire à quelqu'un, je vais vous dire, voilà, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça, même si tu me dis pour qu'en vérité tu es désolé, mais je me sens plus d'être aussi proche que toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a le droit à un moment de dire, voilà, j'ai une blessure et voilà, point. Mais au moins, les choses, elles ont été dites. Donc quelqu'un qui refuse de dire, c'est une personne qui, au fond, a besoin de justifier son désir de distance. Mais comme elle risque à un moment de se retrouver face à quelqu'un qui va lui dire réellement « pardonne-moi, je te demande pardon », et pas juste « excusez-moi », je te demande, je vous demande pardon, c'est-à-dire « je regrette ». C'est quoi le problème quand tu demandes à quelqu'un pardon? C'est que tu mets en miroir la personne dans son incapacité elle, de faire la même chose. Dans d'autres circonstances, pas avec toi, hein, pas avec quelqu'un d'autre. Et c'est très difficile de se retrouver face à quelqu'un qui nous renvoie à une incapacité. Ce qu'on peut comprendre. Et donc à partir de cela, il faut dire à l'autre, écoute, ce que je suis sûr, c'est que, et ça je pense qu'il faut être capable de se le dire, hein, qu'une volonté active de te faire du mal, je n'ai jamais eu. Je t'ai peut-être fait beaucoup de mal parce que je n'ai pas été vigilant, parce que je n'ai pas réfléchi. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas responsable, d'accord? Je n'ai pas pensé, je n'ai pas imaginé, etc. Oui, en effet, mais dire « je vais lui faire du mal » ou ça, si Bémet, c'est vrai, et j'ose espérer que chez la majeure partie d'entre nous, c'est vrai, j'ose espérer. On ne s'est pas dit, tiens, je vais l'embêter, je vais lui faire du mal, je vais le déstabiliser. Bon. Alors, ça, c'est une phrase qu'on peut dire. Ce que je suis sûr, c'est que même si à un moment quelque chose a pu te faire du mal, derrière, je sais que je n'ai jamais eu une volonté de faire du mal. Si l'on dit, c'est pas vrai, après, on reprend le cours au début, quoi. Après, on rentre dans son système. Mais ça, il faut ça. Et je pense que la vie d'un juif, au fond, c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Et qui a envie tous les jours de réfléchir sur la vigilance qu'il doit avoir et d'imaginer en quoi il peut faire du mal en parlant, en disant, en faisant, en agissant, en calculant pas, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on grandit. Mais après, si la personne reste enfermée, bon, ben, très bien, si quelqu'un est fermé, à fermer. Hein. Oui. Quand on se sent agressé par quelqu'un, comment est-ce qu'on peut savoir si la personne est fait par juste pour provoquer le conflit, pour se sentir agressé, justement, ou pour émettre une hypothèse, les fameuses hypothèses dont vous parliez, qui peut être vraiment une interrogation de l'autre, sincère, et comment est-ce qu'on peut savoir si l'autre est dans sa vérité, est vrai, ou si c'est juste par besoin justement De créer ce système.
Alors, je suis très adepte de ce que j'appellerais la stratégie Burberry's. Je le prononce très mal, hein. Je suis désolé. Moi, ça m'a toujours fasciné, ces imperméables anglais, sur lesquels vous voyez les gouttes qui roulent. C'est les Burberry, c'est-à-dire, vous savez, ces imperméables anglais sur lesquels ça roule. Les gouttes roulent, mais elles ne rentrent jamais. Cette démarche-là, il faut essayer de la voir dans la vie. C'est pas simple du tout, surtout si on a une certaine forme de sensibilité. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement, dans un cas pareil, à dire à l'autre, expliquez-moi qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là et qu'est-ce que vous cherchez. De poser la question. Quelqu'un elle a dit, ouais, machin, je dis, j'entends ce que vous dites, mais expliquez-moi pourquoi vous avez besoin de me le dire comme ça. Pourquoi vous avez besoin de me le dire comme ça ? Alors si la personne, elle commence encore plus à s'énerver, tu as compris qu'en vérité, derrière ça, il y a un désir de créer la rupture. Ok. Mais posez les questions. J'entends ce que vous me dites, mais pourquoi vous le dites de manière méchante et agressive ? Pourquoi vous le dites et pourquoi ? Mais c'est pas méchant. J'ai dit, alors autant pour moi, juste je vous donne une info, moi je le vis de cette manière. Mais je suis très heureux d'entendre que c'est inexact. Vous savez, c'est comme quelqu'un, dans un conflit, la personne dit, ouais, t'as fait ça, ceci, cela, mais en vérité, et tu dis, mais pas du tout, j'ai jamais eu cette intention. Ah, ça me rassure, c'est déjà bien. Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas de panique, tout va bien. Tout va bien. C'est éventuellement un petit chien, ou alors une table qui a... Mais tout va bien. Pas de panique, on se calme. Chut. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit chien qui est derrière ? Fermez la porte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fermer la porte ? Merci. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît ? Ou alors des gens qui s'amusent à faire des bêtises. Alors, donc on revient. Tout va bien, Baruch Hashem. Alors, donc on reprend. On reprend. Dites à la personne, c'est inexact, c'est faux. Ou alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Expliquez-moi quel est votre but. Posez. Moi, je suis un adepte de la patate chaude. Posez le problème. Posez le problème. Vous savez, d'ailleurs, c'est très intéressant dans le monde des relations. Et c'est malheureusement ça qui nous manque beaucoup. Et ça... Je vais vous dire, c'est le genre de choses, quand on les dit, on regrette de ne pas l'avoir su 50 ans avant, c'est-à-dire dès le début de son histoire. Quand au moment où vous êtes dans quelque chose qui peut générer, dire, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? Et pas besoin de dire non, tout ça. Ah, d'accord, parce que moi je pensais, mais pas du tout. Ah, ça a été dit. Parce que sinon, après, on rentre dans l'univers de l'interprétation. Donc quelqu'un vous dit, ouais, mais en vérité... Mais non, je vous ai expliqué mon point de vue. Ah, c'est juste pour... Donc c'est pas un désir d'agresser. Super. La personne dit, voilà, je vais vous accompagner, je veux faire ceci, ça. Qu'est-ce que vous cherchez ? Non, mais vraiment, ça me fait plaisir. Ah bon, d'accord, tout va. Pose le truc. Il faut poser les choses. Et quand la personne nous le pose, et qu'on commence à réfléchir, parfois on se dit, non. Parce qu'on se rend compte que dans notre tête, en vérité, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas super claires. Mais l'autre, en nous demandant d'y réfléchir, nous amène à un moment à être plus clair avec nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, l'autre m'amène à être plus clair. En disant, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? Mais si c'est dit sans agressivité, mais avec gentillesse dans un questionnement, vous allez dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, non, non, ouais. Et au moins on est clair. Et au moins on est clair. Et c'est ce qui nous permet en effet de grandir. C'est ce qui nous permet de grandir. C'est-à-dire que c'est en ça on peut s'aider beaucoup les gens. Parce que quand on pose à l'autre les questions de son modèle de fonctionnement et que l'autre a un minimum d'honnêteté, il se rend compte que soit ils sont super clairs, soit ils le sont moins, et donc il sait qu'il doit faire un travail par rapport à lui-même. Et c'est génial. Il va dire, c'est vrai, je voulais t'énerver. Je voulais me venger, ou alors je voulais que toi aussi tu te rends compte que ça a fait du mal. J'entends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Ça, c'est dans l'idéal. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est une chose. C'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Ce qui est important, c'est de se dire comment la Torah me demande de fonctionner dans un moment pareil. Si l'autre, à ce moment-là, prend la fuite, c'est son problème, c'est son histoire. Et quelque part, ça révélera en effet que, à un moment, poser les choses, ça peut être un peu difficile. C'est délicat quand, par exemple, c'est dans le monde du travail, dans la famille. Oui, mais c'est comme ça qu'on construit.
Vous savez, c'est quelque chose qu'on se rend compte beaucoup depuis. La vie nous apprend qu'il faut dépasser nos peurs et qu'à un moment, faut poser les choses. Qu'est-ce que tu cherches? Mais c'est pas, on n'est pas dans l'agression, c'est j'ai envie de comprendre. Et je suis prêt à entendre une réponse qui peut-être n'est pas ton avantage. C'est pas grave, tu as le droit. Tu as le droit de ne pas être clair. Tu as le droit en vérité d'avoir envie de me faire du mal. Tu as le droit envie de faire ceci. Tu as le droit, ça fait partie des problématiques de l'humain. Qui n'a jamais eu envie de faire du mal, de trucs, de machin, de capter l'autre, de le prendre, de le récupérer, d'en faire... Qui n'a pas eu un moment ou un autre dans sa vie? On a tous eu un moment, un truc comme ça, dans ce concept. Si à ce moment-là, la question de l'autre nous remet face à ce qui sont nos motivations profondes, mais c'est extraordinaire dans l'absolu. Soit on prend ça comme une chance, et ça nous amène à réfléchir, soit on refuse, et on se lève et on prend la fuite. Là-dessus, ça appartient à l'autre, ça ne m'appartient plus. Oui, et après on arrête parce qu'il est 10h30, oui, dernière question. J'ai une question qui s'emboîte. Vous avez dit que Dieu pouvait se tromper. Alors c'est pas que Dieu, la Torah nous parle de l'éventualité de l'erreur de Dieu pour nous apprendre que c'est un modèle qu'on doit installer. Je n'ai pas envie de répéter ce que vous avez dit, mais donc si je pense que vous avez dit, et que on voit c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à la fin. À la fin, si on se rend compte, Abraham se rend compte par lui-même qu'il n'y a aucun Réchaïm, il n'y a aucun Tzadikim, pardon, dans cette ville, et que donc on peut la détruire. oui. Donc, c'est quoi l'idée? Que vous voulez nous dire qu'on donne la possibilité de conceptualiser que Dieu s'est trompé. Oh Dieu, c'est pas trompé. Mais c'est pas ça que j'ai... Alors j'ai du mal le dire, et pardonne-moi, je reviens à nouveau sur l'idée. La Torah, ici, nous apprend c'est quoi le modèle qui est nécessaire pour que justement, lorsque je ne suis pas d'accord avec l'autre, on puisse en effet construire un échange. Comment on fait? C'est lorsque l'idée que je puisse me tromper est dans le domaine du possible. C'est tout. C'est ça que la Torah vient m'apprendre. C'est comme quand la Torah nous parle de la faute de Adam ou de X. Elle n'est pas en train de me dire Adam c'était un pourri, parce qu'un Midrash dit Adam il s'est retrouvé proche de son épouse dans la relation intime et puis après il s'endort et c'est pour ça qu'elle écoute le serpent. Pas en train de dire ouais donc Adam c'était un gars, il dormait. On n'est pas en train de nous expliquer ça, on n'est pas en train de nous définir ce qui est, mais on utilise ce texte parce qu'il va être le support à un enseignement. C'est un enseignement très dangereux parce qu'on pourrait conceptualiser l'idée que la Torah, c'est pas pour les juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'espère bien que la Torah n'est pas que pour les juifs, elle est pour tout le monde. Bien sûr que la Torah elle est universelle, mais conceptualiser qu'elle pourrait être applicable ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois pas. Mais parce que j'ai sans doute pas suffisamment bien compris. Il y a une subtilité dans la possibilité qu'on peut se tromper, que Dieu peut se tromper. Ça veut dire qu'il y a une subtilité que nous on peut se tromper. Et donc ça veut dire que oui. Nous on peut se tromper en ne pas percevant la Torah comme étant véritable. Exact. Et c'est là où en effet je te demande d'avoir une démarche dans laquelle tu éventualises ça et tu arrives à des conclusions. Le principe même, j'en ai pas parlé ce soir, parce que c'est vraiment une des bases du Talmud et j'arrête après avec ça. C'est quoi la base d'une discussion talmudique? C'est que j'ai une idée, et quand l'autre arrive et se confronte à moi, je suis prêt à imaginer que je me suis complètement trompé. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle et me dit, il parle d'une autre religion, ben peut-être que les autres religions ont raison. Why not? Et on va peut-être en discuter. Et on va arriver à des conclusions. Et la conclusion, ben, c'est qu'il n'y avait pas de tzadikim. C'est tout. L'idée, et pourquoi pas? Et pourquoi pas au fond? Bon, pourquoi pas on pourrait donner toute sa vie à quelque chose. Ah mais non, mais c'est pour ça que je te demande de savoir le pourquoi oui. En gros, toute la vie, c'est un peu cette découverte de la vérité. Mais à un moment, le pourquoi pas est devenu un tellement pourquoi oui que le problème ne se pose plus. Comme à un moment, Hachem dit, il n'y a pas dit tzadikim, ça y est, la conclusion, elle est là, elle est claire. Donc à partir de là, on passe à autre chose. D'accord? Tov, je vous remercie pour votre écoute. Merci. À la semaine prochaine, Bezrat Hachem.